un sous-groupe qui est donc celui de Bleisure, la relation entre le voyage professionnel et personnel, mais ça, je les laisserai vous en parler justement. Et quand ils nous ont montré, en fait, dans le cadre des États généraux, le fruit de leur recherche, de leur travail, c'était donc début janvier, tout de suite après les fêtes, c'était notre première réunion. J'ai tout simplement été bluffée par ce que j'ai pu découvrir par rapport à ce thème-là. C'était une présentation sur un temps court, mais intense au niveau du contenu. Et je me souviens toujours qu'au bout de même pas 8 minutes de présentation, j'ai pris mon téléphone tout de suite en disant aux membres du CA, en off, j'avais coupé mon micro en disant il faut absolument qu'on partage ce que je suis en train d'entendre en fait. Donc c'est pour ça qu'on a tout de suite positionné une date. J'accueille Alexandre. Positionner une date pour vous partager le fruit de leurs travaux. Et je sais qu'à l'époque, j'avais eu déjà beaucoup de pépites. Et je leur avais demandé justement d'aller encore plus loin dans les arguments, les produits, etc., d'enrichir déjà ce qu'ils m'avaient offert. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'avoir ce rendez-vous avec vous parce que moi-même, j'ai hâte d'en savoir plus et vous allez tout découvrir d'un coup. Donc, je vous garantis qu'il y a de la matière. Donc, merci au sous-groupe et je laisse à Célia justement les présenter et les accueillir pour savoir qui ils sont. Merci. Bonjour à tous et bienvenue. Comme l'expliquait Lydiane, on est une équipe de 14 membres du groupe Nouvelle Façon de Voyager. Donc, on s'interroge sur cette thématique, ce qu'elle implique pour les professionnels du tourisme, mais aussi ce qu'elle montre des attentes des voyageurs. Et du coup, aujourd'hui, on a avec nous 4 de nos membres qui vont vous parler donc de cette frontière de plus en plus perméable entre le voyage d'affaires et le voyage de loisirs. Donc, on a Maxime Besnier, qui est fondateur et dirigeant de Very Local Trip et My Local Fixer. On a Malika Fridi avec nous, qui travaille depuis 28 ans dans le tourisme, les produits, le marketing et les relations clients. Romain Milon, cofondateur de la start-up Blizzy. Et enfin, Delphine Bonte, fondatrice de l'agence Un Petit Voyage et l'essence du voyage. Je vous laisse donc la parole. Bonjour à tous. Merci Lisiane, merci Célia pour cette présentation. Alors effectivement, Malika, Delphine, Romain et moi-même allons, lors de ce webinaire, vous présenter les fruits de nos observations dans notre groupe, donc Nouvelle Façon de voyager, et notamment sur la thématique du voyage entre vie pro et perso. Alors la présentation devrait durer 30 minutes maximum, ce qui laissera le temps ensuite pour échanger, pour répondre à vos questions s'il y en a. J'espère qu'il y en aura. Alors, en tant que professionnel du tourisme, membre de l'association Respire le tourisme de demain, qui est une association qui souhaite donc contribuer à réinventer le voyage, il nous semble donc essentiel, pour ne pas dire crucial, de s'intéresser aux nouvelles tendances afin de proposer des produits et des services qui soient différents, des services innovants et qui soient vraiment en phase en fait avec l'évolution des besoins des voyageurs ou des entreprises. Alors, s'il y a bien un fait de société qui s'inscrit complètement dans cette thématique, c'est l'évolution de la frontière entre vie pro et perso, qui est aujourd'hui, comme le disait Célia, de plus en plus fine. Alors, certes, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, on l'a observé avec les 35 heures, par exemple, qui a impacté la répartition du temps alloué entre temps de travail et temps de loisirs, de vacances. Aussi le développement des nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui de travailler de n'importe où dans le monde. On parle de WFA, Work from Anywhere. Et c'est une tendance très présente, notamment chez la génération des millennials, qui sont à la recherche d'un équilibre vraiment entre vie pro et perso. Et notamment pour certains, le but est clairement de voyager en travaillant ou de travailler en voyageant. Alors, on le voit bien notamment avec les coworking space qui pullulent, notamment ici à Lille, où je suis basé, ou à Bali, ou en Thaïlande, que ce soit Bangkok, Chiang Mai ou Koh Phangan, qui sont devenus vraiment des hubs, des spots de digital nomadisme ou de travail nomade, où on peut facilement aller piquer une tête dans la piscine après quelques heures de travail sur son laptop avec une vue imprenable sur la ville ou sur la plage. Alors, ce phénomène, il est encore plus accentué après cette crise du Covid qui a vraiment boosté en fait le télétravail, même pour les plus récalcitrants. Et on se rend bien compte en fait qu'aujourd'hui, du moins pour certains secteurs d'activité, l'outil de travail se résume finalement à un laptop, un ordinateur et une bonne connexion Internet.
Alors, c'est vrai que si je vous dis Slack, Zoom ou Microsoft Teams, je pense que la plupart d'entre vous savent aujourd'hui de quoi je parle, et ce n'était pas forcément le cas avant cette crise du Covid. Alors, depuis quelques années, la frontière entre le voyage d'affaires et le voyage d'agrément, de loisirs, s'amenuise. On parle désormais de bleisure, alors qui est un anglicisme pas très élégant, mais qui a le mérite d'exister et de décrire une expérience, en fait, qui mélange le business et le leisure, le loisir, et qui peut s'aborder d'ailleurs sous différents angles. Bien souvent, il s'agit d'un voyageur business qui va souhaiter étendre sa réunion à New York pour visiter la ville, le temps d'un week-end. Mais ça peut aussi, bien sûr, être des voyageurs qui partent en vacances et qui se disent « mais puisqu'on part à l'autre bout du monde, pourquoi ne pas apporter une petite touche business à notre séjour, à nos vacances ?» Alors, dans une récente étude qui a été publiée par Amadeus, alors pour ceux qui ne le savent pas, Amadeus, c'est une entreprise spécialisée dans la gestion pour la distribution et la vente des services de voyage. Vous avez sans doute vu passer cet article qui a été repris dans pas mal de médias du tourisme, notamment, je pense, dans Tour Hebdo. Eh bien, Amadeus a dévoilé les tendances de voyage pour 2021 et sans doute pour les années qui vont suivre. Et ce qui ressort clairement de cette étude, c'est tout d'abord des voyages plus longs. Alors, 55% des voyageurs ont déclaré qu'ils voyageraient pendant 14 jours ou plus, et 60% s'attendaient à ne faire que quelques voyages par an. Alors, cette tendance, on le voit bien, je passe pas mal de temps à lire les articles sur LinkedIn de leaders d'opinion ou d'experts dans le tourisme qui prédisent qu'effectivement, demain, on voyagera sans doute plus longtemps, moins fréquemment sur une même destination, mais plus longtemps sur place, notamment pour des considérations écologiques, moins de carbone rejeté par les voyageurs. La deuxième grosse tendance qui ressort de cette étude, c'est, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le travail au bout du monde avec effectivement la possibilité aujourd'hui de travailler de n'importe où, ou du moins pour certaines personnes. Et enfin, ce qui ressort, c'est vraiment la sensibilité en fait, des voyageurs à un impact positif du voyage. En effet, plutôt que de faire 3 allers-retours Paris-Tokyo dans l'année, on peut se poser la question de n'en faire finalement qu'un seul. Et sur place, de mélanger en fait le pro et le perso. Alors, certains disent qu'il ne faut plus prendre l'avion. Certes, on peut se poser la question pour des séjours all-inclusive dont le but est uniquement de passer du temps au bord d'une piscine à siroter des cocktails. Effectivement, on peut se demander si c'est bien judicieux de traverser la planète pour aller à Punta Cana, en République dominicaine. Pourquoi ne pas aller aux Baléares, par exemple? Mais je dirais que voyager, pour beaucoup d'entre nous, ça reste avant tout, et vraiment par essence, la découverte de l'autre, d'autres cultures. Et donc, c'est difficile, effectivement, de... vous entendez? Et donc, c'est difficile, effectivement, de faire un Paris-Bangkok en train. Mais donc, l'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Alors, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, et cette étude le montre parmi d'autres, que le bleisure, le télétravail, le digital nomadisme sont bien plus qu'une simple tendance, qu'un phénomène de mode, mais on est bien sur un phénomène de société et que effectivement demain, en fait, l'hybridation de ces deux mondes, le pro et le perso, va sans doute encore plus s'accentuer et forcément avoir un impact sur la façon de voyager des personnes. Alors maintenant, je vous propose de s'attarder sur les bénéfices et pourquoi pas les opportunités du bleisure vu sous l'angle du voyageur. Alors, moi-même qui travaille... C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Ça a coupé longtemps ou pas? Non, non, tu as dit moi-même et ça a coupé. D'accord. Alors, moi-même qui depuis 6 ans travaille dans le tourisme de loisirs et d'agrément, spécialisé dans le développement d'expériences sur mesure dans une trentaine de pays, eh bien, je me rends compte que de plus en plus de voyageurs nous adressent des demandes qui sont complètement hors du cadre du tourisme classique. Et certains voyageurs, et de plus en plus, cherchent vraiment à joindre l'utile à l'agréable lors de leur séjour, notamment pour vivre 2 voyages en un, pour optimiser leurs déplacements, pour s'enrichir de nouvelles expériences, rencontrer de potentiels partenaires dans son secteur d'activité professionnelle, un alter ego local qui va partager les mêmes passions ou les centres d'intérêt. Des exemples concrets qu'on a eus parmi notre clientèle, des couples d'entrepreneurs, de dirigeants qui souhaitaient profiter de leurs vacances en Thaïlande pour consacrer une journée ou plus d'ailleurs à explorer des opportunités business, que ce soit la visite d'ateliers de fabrication textile,
la visite de pépinières et de collections privées d'orchidées parce qu'eux-mêmes travaillaient dans le domaine de l'horticulture, par exemple, ou la rencontre d'un journaliste ou d'alter-ego locaux travaillant dans les énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment des expériences qu'on a mis en place à destination. Et effectivement, on se rend compte que de plus en plus de voyageurs en fait, souhaitent vivre une réelle immersion dans l'écosystème local et avoir des éclairages économiques, culturels, sociaux, politiques ou religieux, au-delà du simple vernis purement touristique, je dirais. On parle vraiment d'un voyage expérientiel dans tous les sens du terme. Et puis enfin, il y a un réel impact en fait, du bleisure du point de vue du voyageur. C'est tout simplement, je dirais tout simplement, de faire un geste utile pour la planète, parcourir le monde, oui, mais en limitant son empreinte carbone. Alors maintenant, je vais laisser la parole à mon coéquipier Romain, qui va nous parler des avantages du bleisure pour les entreprises. Et merci beaucoup, Maxime. Alors effectivement, hein, ces nouvelles manières de voyager, comme tu viens de les décrire, sont également une opportunité à saisir pour les entreprises. Alors pourquoi? Donc vous avez quelques statistiques, on n'a pas pu toutes les mettre, il y en a beaucoup sur le sujet. Mais en tout cas, en pratique, on voit que le bleisure, même si le terme n'est pas forcément très connu, c'est quelque chose qui est quand même assez répandu chez les voyageurs d'affaires, puisque a priori, il y a 87% des voyageurs d'affaires qui pratiquent le bleisure au moins une fois par an. Le paradoxe, c'est qu'on voit aussi que malgré ça, on a 60% des voyageurs internationaux qui se plaignent justement d'un déséquilibre pro-perso. Donc, demain, clairement, une politique voyage d'entreprise bleisure qui serait assumée, mais aussi sécurisée, avec des incentives pour les salariés, qui sont aussi à imaginer pour vraiment motiver les salariés. Ce sera clairement demain un outil d'attractivité et de fidélisation dans les entreprises. Et on peut même dire que ça deviendra même un avantage compétitif pour des entreprises qui sont dans des secteurs où les ressources humaines sont difficiles à capter. Et puis on le voit donc dans la statistique en police bleue juste en dessous, que finalement on a 80% des voyageurs d'affaires qui sont même influencés dans la possibilité de faire du bleisure pour choisir leur employeur. Donc on voit qu'il y a un vrai enjeu qui se confirme là-dessus. Sur le voyage hybride, alors déjà, qu'est-ce que c'est que le voyage hybride? C'est finalement en fait laisser la souplesse aux salariés en entreprise de pouvoir réserver leur expérience voyage. On parle vraiment aujourd'hui d'expérience voyage, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Finalement, avec l'outil qui leur paraît le plus pertinent, qui n'est pas toujours l'outil qui peut être proposé par l'entreprise. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une vraie demande des salariés, notamment les plus jeunes, utiliser les outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour réserver leur séjour loisir, de pouvoir le faire également dans le cadre professionnel. Alors bien entendu, cela ouvre de nouveaux enjeux à couvrir pour les entreprises, notamment pour continuer à assurer ce qu'on appelle le duty of care, particulièrement en ce moment avec la crise sanitaire, mais aussi pour que l'entreprise, avec ce qu'on peut qualifier d'open booking, continue à maîtriser et à optimiser ses coûts. Donc, bien entendu, l'enjeu de la maîtrise données voyage dans cette stratégie, on va dire open booking, est un vrai enjeu. Et pour terminer sur cette slide, on a listé un certain nombre d'acteurs qui proposent des services liés justement à ces nouvelles façons de voyager. L'idée n'étant bien entendu pas d'en faire la pub, de les citer, et vous pourrez consulter les différentes approches après le webinaire. Alors, du coup, je vais passer à la slide suivante. Je vais aller un peu vite. Hop, voilà. Excusez-moi. Alors, le bleisure, est-ce que c'est un relais pour la reprise? Alors, le premier point, l'idée n'est bien entendu de ne pas vouloir vous déprimer à travers les premiers chiffres que vous pouvez lire. Le marché du voyage d'affaires en France, c'est un marché avant la crise qui était aux alentours de 30 milliards d'euros. Et les projections pour 2021 tournent autour de, on va dire, la moitié, avec une fourchette basse aux alentours de 11 et une autre aux alentours de 15. C'est en tout cas ce qui a été présenté lors du baromètre EPSA, lors du grand live du voyage d'affaires il y a quelques semaines. Et on voit finalement que le bleisure représente dans ce marché-là à peu près 10% des déplacements. Donc ça peut paraître peut-être un peu faible sur le papier, mais ce qu'on peut dire, c'est que le potentiel, en tout cas, de ce marché
est loin d'être atteint et que notamment les propositions de valeur des différents acteurs touristiques sont encore loin d'avoir atteint leur maximum. Et bien entendu, le dernier point, c'est que le potentiel de croissance de ce marché-là sera bien entendu poussé par les millennials qui sont en forte attente voilà, de réponses et de produits innovants sur ce sujet-là. On va passer à la slide suivante. Alors, ce qu'on vous propose dans cette slide-là, c'est d'analyser en fait les bénéfices et les opportunités pour un autre acteur qui est en fait les territoires. Donc, en fait, aujourd'hui, bien entendu, les destinations et les territoires bénéficient de manière directe voilà, de ces extensions de séjour qu'on qualifie de bleisure. L'idée est en fait d'illustrer par des exemples à la fois à deux niveaux, plutôt nationaux et un niveau plus local, de ce qui a pu être mis en place sur le globe. Donc, en fait, on a notamment des pays en ce moment qui surfent vraiment sur le digital nomadisme pour booster leur attractivité. Donc là, vous voyez sur la slide, on a cité notamment Dubaï, l'île Maurice, la Barbade, pour ceux qui sont peut-être les plus actifs en ce moment sur le sujet. Et donc, l'exemple, par exemple, de Dubaï, qui est une destination qui a carrément créé un visa dédié aux télétravailleurs, même, on peut même parler quasiment de visa dédié aux digital nomades. Et donc, ce visa d'une durée d'1 an coûte $287 et il va permettre vraiment va permettre aux digital nomades de bénéficier de facilités sur place, comme par exemple la possibilité d'inscrire ses enfants à l'école, la possibilité d'ouvrir un compte bancaire local et de bénéficier d'un ensemble de services, voilà, d'espaces de coworking avec une offre aussi de logement qui est relativement pléthorique. On a un autre exemple qui est un exemple européen, donc avec juste un exemple portugais. Donc, on a une ville qui s'appelle Ponta do Sol, qui est à Madère, et qui a vraiment aujourd'hui une très très forte attractivité sur on va dire sur le digital nomadisme. Voilà, c'est une ville en fait qui compte à peu près 10 000 habitants, qui est bien entendu voilà très propice à attirer des gens à cause de ses plages, à cause du climat, la qualité aussi de ses infrastructures de santé, la qualité de son réseau routier. Et aujourd'hui, en fait, vous avez 2000 digital nomades rapportés aux 10 000 de la population habituelle qui ont franchi le pas pour aller s'installer là-bas. Et donc, bien entendu, c'est de fortes retombées économiques pour cet endroit. Et vous avez tout récemment, donc on cite l'article du Courrier international qui a fait un focus sur ce sujet-là. Et vous avez voilà, carrément un village des technomades qui a été créé à Ponta do Sol avec tout un tas de services dédiés aux digital nomades. Et à l'inverse de Dubaï, aujourd'hui, le Portugal n'a pas encore créé de visa dédié à ces populations-là. Voilà. Mais c'est une réflexion qui est en cours. Le dernier point, qui est là un exemple français en termes justement de réflexion sur le bleisure, c'est l'exemple de la métropole de Toulouse qui justement a lancé il y a quelques temps une réflexion justement sur le bleisure pour essayer justement de développer l'extension de séjours bleisure pour sa clientèle d'affaires individuelle, puisque voilà, ils ont fait le constat qu'aujourd'hui, c'était peut-être une clientèle sur laquelle il y avait un impact important en termes de retombées économiques si des produits et des offres étaient faits sur ce sujet-là. Donc voilà, il y a même une étudiante qui a fait un mémoire très intéressant sur le sujet que je vous recommande de lire. Et voilà, en tout cas, on voit qu'il y a différentes initiatives qui sont lancées sur ce sujet au niveau des territoires. Donc je vais passer la parole à Delphine qui va vous présenter les bénéfices pour les professionnels du voyage. Merci Romain. Bonjour à tous. Donc, on va aborder maintenant les opportunités pour les professionnels du tourisme dans cette évolution du marché. Alors qu'on soit professionnel, agence de voyage, hôtelier, prestataire de services, guide, il est toujours bon de surfer sur les nouvelles tendances. Donc, juste 2 chiffres, en fait, 2 statistiques parmi beaucoup d'autres, parce qu'on en trouve énormément sur le voyage d'affaires actuellement. On constate que déjà, sans mettre au départ de véritables noms sur cette conception du voyage, le voyageur d'affaires passe aisément en fait, de la partie professionnelle à des activités de loisirs pendant son voyage. Donc, par exemple, 75% des voyages d'affaires voient dans leur voyage une opportunité d'aventure et d'exploration.
Donc déjà, à chaque fois qu'il y a un déplacement professionnel, il y a une tendance vraiment à se tourner vers d'autres activités pendant ce séjour. Et puis, ce qui n'est pas négligeable non plus à avoir, c'est qu'il y a 57% des voyageurs du Bléger qui dépensent autant ou plus lors d'un voyage Bléger que d'un voyage régulier, ce qui est un indicateur vraiment important quand on veut développer de nouvelles offres en tant que professionnel. Donc, ça nous ouvre sur plusieurs positionnements futurs et je voulais vous parler de 5 axes principaux aujourd'hui qui sont apparus en fait lorsqu'on a fait ces recherches et cette étude. Donc, la première, c'est une offre adaptée qui facilite en fait le passage du voyage professionnel au loisir ou inversement, bien sûr. Donc, aujourd'hui, les voyages d'affaires représentent à peu près 2 jours de temps, alors qu'un voyage Bléger, en fait, dure souvent plus de 6 jours. Voilà, donc déjà, on peut travailler sur la notion de temps, de durée de séjour. D'ailleurs, il y a une étude d'OpinionWay qui a été faite pour Pierre et Vacances, qui indique que 60% des voyageurs d'affaires prolongent leur séjour pour ajouter des activités de loisirs, en fait, aujourd'hui. Donc, on peut très bien imaginer un court séjour ou un long week-end au niveau des offres, ou plutôt des offres long séjour pour les personnes qui travaillent en télétravail ou les digital nomades. Il y a aussi un axe en fait, qui se présente autour du cadre législatif. C'est vrai qu'il y a des partenariats à penser en fait, entre les différentes parties prenantes. On l'a un petit peu exposé tout à l'heure au niveau des entreprises, mais le Bléger oblige les entreprises en fait, aujourd'hui à davantage de flexibilité, notamment par rapport à la dualité des dépenses qui vont se placer en professionnel et personnel, et donc des problématiques liées aux assurances. Donc aujourd'hui, au sein des entreprises dont les collaborateurs sont régulièrement en déplacement, en voyage d'affaires, en télétravail, surtout en ce moment, la frontière en fait, de la responsabilité et donc d'assurance peut être floue. Donc il y a vraiment un positionnement et des partenariats à créer entre les agences, les entreprises et leurs collaborateurs pour vraiment et en sortir un vrai avantage dans cette nouvelle donne et dans cet amincissement en fait, de la frontière entre vie perso et vie professionnelle. Et puis, il y a un autre axe qui est très important aujourd'hui et qui donne lieu d'ailleurs à un autre sous-groupe, qui est se positionner sur la durabilité. Donc, c'est une tendance qui est affirmée notamment par les nouvelles générations. La prise de conscience écologique, elle est évidente maintenant. Elle s'applique au monde du voyage d'affaires. D'après une étude récente de Wakefield, d'ailleurs, en raison des préoccupations environnementales. Donc, le mode de vie des digital nomades qui attire de plus en plus de personnes, donc que ce soit les retraités qui souhaitent continuer à s'impliquer dans l'entrepreneuriat ou les millennials d'ailleurs, pour qui définitivement le sens du voyage est au cœur de leur vie professionnelle. Donc, c'est vraiment remettre la question du sens des voyages, en fait, vraiment dans leur mode de vie, dans leur philosophie. Donc là, c'est vraiment un point pour accentuer son positionnement sur des nouvelles tendances comme la durabilité, la quête de sens, l'éco-responsabilité. Donc, on peut imaginer, par exemple, des prestations d'accompagnement aux entreprises pour intégrer le voyage durable à la politique des voyages, la mise en place de reporting CO2, par exemple, ou la suggestion d'actions aux voyageurs pour qu'ils puissent compenser leur empreinte carbone. Voilà. Un axe qui est un enjeu vraiment primordial aujourd'hui parce qu'on le voit, le bien-être en fait fait vraiment partie de... On le voit partout, c'est vrai qu'on en entend parler tout le temps. Et contrairement à ce qu'on imagine, en fait, le voyageur professionnel est davantage sujet au stress et à l'épuisement émotionnel. Simplement, aujourd'hui, 25% des entreprises simplement le prennent en compte dans le voyage de leurs collaborateurs. Donc, c'est vraiment un axe très important à prendre en compte pour nous, pour tous les acteurs et professionnels du tourisme. C'est vrai qu'il est réaliste quand même de penser que la journée de travail type 9h, 17h, ça restera une norme pendant un certain temps, mais elle va perdre du terrain petit à petit, notamment avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Et il y a quand même une évolution qui va être soutenue car les entreprises veulent prendre part en fait, au bien-être de leurs employés. Et peut-être en les autorisant à travailler davantage de n'importe quel lieu pour améliorer leur satisfaction aussi et leur productivité. Donc, le bien-être, c'est vraiment un axe que chaque acteur du tourisme peut prendre en considération aujourd'hui pour satisfaire en fait un touriste mêlant sa vie professionnelle à sa vie personnelle.
Et là, on va rentrer un petit peu plus davantage dans ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation, qui va nous amener vers plus de fidélisation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le disait Romain en introduction, on a la technologie qui nous permet de travailler en voyageant, de voyager en travaillant, mais c'est aussi être surconnecté. Et alors, c'est vrai que la surconnexion nous permet de recueillir beaucoup de données, d'avoir un suivi client plus avancé que jamais, mais aussi, dans la période actuelle, on a tous besoin de reconnecter à l'humain. Et humaniser le voyageur est vraiment fondamental. Et c'est d'autant plus vrai pour le voyageur qui vient pour ses affaires, en fait, pour le côté professionnel. Donc, affiner davantage ces propositions d'offres, en fait, que ce soit avec des développements de compétences, des réseaux professionnels, des nouvelles expériences. Voilà, c'est vraiment aller encore plus loin dans une reconnaissance, en fait, du besoin du voyageur et dans la personnalisation de son voyage. Sans oublier que plus on personnalise, plus on reconnaît, en fait, le voyageur, plus il nous est fidèle. Dans un livre blanc, en fait, de maximiser.fr, il est dit, plus vous personnalisez, plus votre client se sent choyé et sera fidélisé, en fait. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier lorsqu'on développe une nouvelle niche ou de nouvelles offres. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les professionnels du voyage ont tout intérêt à évoluer sur cette nouvelle dimension, car la tendance est largement suivie par les générations qu'on appelle Y et Z, mais j'ai presque envie de vous parler même de la génération alpha, en fait, des enfants, en fait, des millennials, tout simplement, qui, eux, connaissent déjà le voyage dès leur enfance et qui auront déjà fait du monde, en fait, leur terrain de jeu. Donc, c'est vraiment sur l'avenir un pari à faire qui est très important. Voilà. Donc, je sais que Malika va vous présenter un certain nombre d'exemples, donc je lui laisse la parole maintenant. Merci Delphine, bonjour à tous. Alors, je voulais vous donner quelques exemples qui ne sont pas du tout exhaustifs parce qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses depuis près d'un an, donc des exemples qui vont venir illustrer ce qu'ont dit mes camarades. Alors, les premiers qui ont créé de nouvelles offres qui sont dédiées aux voyageurs d'affaires sont forcément les hôteliers. Donc, on va retrouver des hôteliers internationaux comme Meliá, qui, par exemple, dans son hôtel à Madrid, qui est donc le Meliá Palacio de los Duques, qui propose une expérience plutôt culturelle, puisqu'il propose à ses voyageurs d'affaires de visiter les coulisses du Teatro Real ou bien de visiter le musée du Prado en mode privé. Après, il y a aussi Accor, par exemple, qui a créé une plateforme dédiée qui regroupe en fait les résidences privées et aussi des séjours hôteliers pour proposer des séjours longue durée. Et après, j'ai choisi plutôt de vous donner des exemples qui nous font réfléchir sur l'évolution sémantique de la communication. Par exemple, si on prend le groupe international Hayat, ils ont donc maintenant un site dédié pour les voyageurs d'affaires et on va dire la signature, c'est Work and School have a new look this year. Donc, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? Donc, on a un mélange en fait où effectivement vie pro, vie perso se dissout, puisqu'on utilise des termes comme travail et école, alors que nous sommes sur un lieu de vacances. On retrouve donc en plus aussi le mélange de la famille, donc école des enfants, avec le travail. C'est ce qui se passe aussi d'ailleurs, entre parenthèses, actuellement avec la tendance, enfin l'obligation même du télétravail. Il y a d'autres acteurs qui vont même plus loin. Alors, par exemple, j'ai trouvé ce petit hôtel, c'est un hôtel boutique qui va ouvrir ou qui vient d'ouvrir à Paris, qui s'appelle Maison Mère. Et eux, alors carrément, dans leur communication, ils ont complètement effacé la notion de travail alors qu'ils s'adressent aux voyageurs d'affaires. Et eux, ils parlent de leur hébergement comme un lieu qui fait écho au cocon familial. Et le slogan, c'est « comme à la maison ». Donc, toujours parce que je voulais essayer de trouver aussi d'autres exemples, d'autres acteurs du tourisme qui sont plutôt donc entre particuliers. Bien sûr, Airbnb, qui constate que les voyageurs, en fait, ils sont mobiles, ils sont flexibles, ils ont découvert Zoom, ils ont découvert le télétravail, et là, ils disent, bon, en gros, je peux bouger jusqu'à 500 km à la ronde, qu'est-ce que vous me proposez, qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que vous pouvez me montrer?
Donc, il y a aussi cette notion de flexibilité qui n'existait pas avant. Comme disait Delphine, bon, ben, on est plutôt quand même dans une journée de travail 9h, 17h, 18h. Et là, même les gens qui sont enfermés, entre guillemets, dans ce modèle, peuvent prétendre aujourd'hui travailler ailleurs. Welkys aussi, qui est une conciergerie française, propose des séjours plus longs pour travailler au vert. Et là encore, j'ai envie de dire, sémantiquement, c'est intéressant d'associer travailler et vert. Ce qui, a priori, ça ne va pas forcément ensemble. Bien évidemment, je ne parle pas des gens qui travaillent, qui sont jardiniers, paysagistes ou qui travaillent évidemment à l'extérieur. Mais là, pour nos voyageurs d'affaires, bon, travailler au vert, normalement, ce n'est pas possible. Et ensuite, j'ai aussi voulu vous parler d'un autre exemple qui est celui d'un réceptif, Best of Tour, et de son offre The Real Travel, qui, lui, propose donc aux entreprises et aux agences de voyage de télétravailler depuis l'étranger. Et là encore, leur slogan, c'est « N'attendez pas d'être en vacances pour partir en voyage ». Donc, ces exemples, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, est-ce que nous sommes sur une tendance exponentielle du nomadisme? Alors, aujourd'hui, tous autant que nous sommes, enfin, la majorité, nous adaptons notre mode de vie au travail. Enfin, ça veut dire qu'on fait avec. Demain, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que en fait, c'est le travail qui va s'adapter à notre mode de vie? Alors, il y a 2 études, une de Booking qui date donc d'octobre, qui nous dit quand même que 26% accepteraient d'effectuer une quarantaine s'ils pouvaient travailler à distance. Et j'ai bien aimé, là encore, ce rapport entre quarantaine qui signifie un enfermement et en même temps le fait de pouvoir travailler ailleurs. Donc, la frontière, là, je ne sais même plus si elle existe encore. Après, il y a aussi le sondage dont parlait Delphine d'Opinionway qui a été fait donc effectivement pour Pierre et Vacances, où là, nous avons quand même 54% des Français qui estiment que le télétravail va leur permettre de voyager plus fréquemment, de partir en vacances donc plus souvent et de rallonger le week-end. Donc, tout ça nous amène, alors si vous voulez bien sûr, je vais vous emmener vers le futur, un voyage dans le temps. Pas très loin, 2030, finalement, 2030, c'est demain. Donc, vous avez vu ce petit schéma en haut à gauche, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Ce petit schéma, qu'est-ce qu'il nous dit? Première ligne, la répartition du temps de travail, temps de vie classique. Alors, c'est une histoire qui raconte que de 0 à 25 ans, nous sommes en période d'apprentissage, en moyenne. Ensuite, nous travaillons et à 65 ans environ, nous partons à la retraite, bien méritée, j'espère. Demain, 2030, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours en période d'apprentissage de 0 à 25 ans. Par contre, ma période de travail s'allonge, puisque là, je ne partirai en retraite que plutôt vers les 70, mais pas parce que je vais juste travailler plus. C'est juste que, en fait, durant toutes ces années, je vais travailler. Je vais m'arrêter, je vais partir en vacances, en voyage, je vais faire le tour du monde, je vais être dans le milieu associatif, je vais aider les autres, je vais rêver, voyager, écrire, bref. Je vais en fait m'enrichir pour revenir encore avec plus de créativité dans mon travail. Et là, vous aurez peut-être vous poser la question, temps de vie de Sagmeister, donc je m'excuse pour la prononciation. En fait, c'est un monsieur qui existe, c'est Stéphane Sagmeister, c'est un grand designer new-yorkais qui a travaillé avec The Rolling Stones ou HBO ou avec le musée Guggenheim, mais qui fait beaucoup de choses autour du bonheur. C'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur. Et lui, en fait, il fait déjà ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il a décidé de prendre une année sabbatique tous les 7 ans. Et depuis 2011, il est allé même plus loin, puisqu'en fait, il est off 3 mois dans l'année. Il érige en fait l'absentéisme comme en fait un postulat qui vient enrichir la productivité. Donc, on peut imaginer qu'en 2030, ça sera peut-être une norme, pourquoi pas. Donc, est-ce que ceci, c'est de l'anticipation, de la science-fiction,
je ne sais pas, ou peut-être juste le retour aux sources. Un retour aux sources vers ce que nous sommes, c'est-à-dire des chasseurs-cueilleurs, ou plutôt les nouveaux chasseurs-cueilleurs, puisque n'oubliez pas qu'à la base, nous ne sommes pas des sédentaires. Ça fait pas si longtemps que ça que nous nous sommes sédentarisés. Donc, peut-être que nous allons vers cette quête de sens, vers cette redéfinition de ce qu'est le travail, de la place que nous voulons donner au travail dans notre vie. Ça redéfinit aussi l'espace, la géographie urbaine, et aussi notre espace à l'espace, pardon, notre rapport à l'espace et au temps. Donc, en fait, c'est peut-être un nouveau paradigme qui s'ouvre devant nous, et nous avons cette chance, en fait, d'être au début d'un changement allez, j'y vais, hein, un changement de civilisation. Et c'est chouette de faire partie de cette aventure. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous. C'était un régal. Timing parfait et plein de sources de richesses, de chiffres, etc. Donc, j'espère que vous avez apprécié comme j'ai pu apprécier moi en janvier. Et même si je savais là où ils allaient nous emmener au niveau des thèmes, du coup, je les enregistre encore davantage. Et si vous souhaitez regarder en replay sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez aussi cette vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, je pense, au niveau des chiffres. Et maintenant, je vous laisse par rapport aux questions. Si vous souhaitez intervenir, vous enlevez le micro. Et là, par contre, vous êtes libre. Si personne commence, je vois un commentaire rapidement, c'était celui de la Guadeloupe. Et je t'avais demandé justement d'intervenir parce que ce serait intéressant d'avoir un petit peu ton avis sur la Guadeloupe par rapport au sujet du Blazer. Je ne connais pas ton nom parce que c'est écrit dès l'arrivée. Et si tu peux intervenir. Vous m'entendez peut-être? Oui. Ok, bonjour à tous. Effectivement, je suis en Guadeloupe, je suis Dominique Larrivé, Défi Caraïbes, je suis consultant en tourisme. Je travaille auprès entre autres, du comité du tourisme et avec les acteurs. Et j'ai trouvé très enrichissant et très intéressant. Et ça me parlait vraiment tout ce que vous avez indiqué concernant le Blazer. Parce qu'en fin de compte, on a une surprise en ce moment en Guadeloupe, c'est que les effets des motifs impérieux a fait que beaucoup de personnes qui étaient en séjour se sont dit « Ah, on rentre pas au froid, on rentre pas dans le contexte de la métropole, on reste sur place ». Et pour ceux qui avaient les outils qui permettaient en fin de compte de pouvoir continuer de bosser, ils ont privilégié des séjours à rallonge. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont repartir. Ils imaginent que c'est peut-être au mois de mars. Et en fin de compte, ils profitent de la plage, ils profitent des activités et en même temps, ils continuent de travailler. Et on a eu un deuxième phénomène. Ce sont des personnes qui nous ont demandé est-ce qu'on peut venir avant. Donc, ils se sont arrangés avec les compagnies aériennes, ils ont déplacé leur vol. Et ce sont des personnes qu'on n'attendait pas du tout en Guadeloupe, avec des profils tout à fait nouveaux, 30, 40 ans, enfants en très bas âge ou bien couple sans enfants, qui ne pensaient pas forcément venir en Guadeloupe, mais il y avait cette opportunité parce qu'il n'y avait pas d'autre choix et qui sont en séjour actuellement en Guadeloupe. Ce qui fait que hier, j'étais à Marie-Galante, le bateau, j'avais à la fois des locaux et on avait aussi pas mal de touristes et des personnes à la fois retraitées, mais également des personnes qui sont des actifs normalement. Voilà, c'était juste le témoignage et c'est pour ça que ça me parlait beaucoup ce que vous nous disiez, parce que du coup, ça peut nous permettre d'envisager des perspectives, sachant d'autre part, c'est un autre effectivement commentaire que j'avais indiqué, c'est que hier, je discutais avec des kitesurfers qui ont l'habitude en fait de venir en Guadeloupe alors qu'on ne fait pas du tout la promotion du Blazer et qui nous disent on reste 2 semaines, 3 semaines, voire plus à Marie-Galante. On fait le kite en fonction des thermiques et puis le reste du temps, on bosse. Mais pour l'instant, en fin de compte, on n'a pas encore développé réellement de produits avec cette cible. Voilà mon témoignage. Merci. Ah oui, mais ton témoignage est excellent. C'est pour ça que je voulais que tu prennes la parole quand j'ai vu tes commentaires. Merci beaucoup. C'est du concret. Plaisir. Oui. Après, je sais qu'il y a, je regarde les messages, mais vous pouvez couper les micros. Hein. J'ai vu Véronique qui nous rejoint et qui était sur le Facebook en live. Véronique, je ne sais pas si tu as réussi à te connecter parce qu'il y a beaucoup de monde sur l'écran. Si tu es là, n'hésite pas à intervenir. Alors, si jamais, il y a Laurent. Vas-y, Laurent. Oui, Laurent. Alors, comme je suis un prestataire et que j'ai un confrère en Guadeloupe, je rebondis sur le chapitre. Et au Cambodge, en fait, on a commencé à vivre le Blazer depuis le début du Covid, avec toute la communauté expatriée qui n'ont pas pu repartir, qui se sont organisés et qui passent actuellement du temps sur une île à Korong Salem, dans un bungalow vraiment pas cher et loué à l'année.
Donc, c'est très intéressant. Je m'étais penché un peu sur le marché local au niveau des Cambodgiens. Mais voilà, je voulais juste rebondir en tant que réceptif sur cette définition, ce concept. Vous êtes sur place, donc pour nous, c'est pratique, même si on a Maxime et Romain qui connaissent bien aussi leur sujet, qui avaient déjà commencé même avant le Covid. Je te laisserai parler, Maxime, mais c'est bien de vous avoir en local. Vas-y, Maxime. Oui, effectivement, c'est super d'avoir des témoignages en live de la Guadeloupe et du Cambodge. J'ai moi-même fait une allusion à la Thaïlande où j'ai vécu 10 ans, où j'ai moi-même été aussi une sorte de digital nomade. Donc, c'est vraiment super pertinent d'avoir ces témoignages et ça répond aussi un petit peu à la question que m'a posée Luc, mais que je vois apparaître en privé, donc je ne pense pas qu'elle apparaisse dans le groupe. Je cite sa question. Constate-t-on une forte concentration du bleisure sur les grandes villes où on s'attend à voir le plus grand nombre de travailleurs voyageurs? Y a-t-il des données? Alors, je ne sais pas s'il y a des données, je laisserai aussi peut-être mes collaborateurs, mes coéquipiers répondre là-dessus. Mais voilà, le bleisure n'est pas forcément urbain. En tout cas, le bleisure ou le digital nomadisme n'est pas forcément urbain. Malika a fait l'allusion à la mise au vert. Et moi, en ce qui me concerne, on a accompagné des clients dans des zones rurales en Isan, en Thaïlande, des clients qui étaient des agriculteurs de la région de Picardie, qui souhaitaient vraiment aussi avoir une immersion dans les campagnes thaïlandaises pour comprendre un petit peu mieux comment les locaux produisaient le riz et d'autres cultures et échanger avec eux. Donc, ça avait vraiment une touche en rapport avec leur business et ce n'était pas forcément urbain. Voilà. Oui, puis on peut, dans le même sens, on peut par exemple parler de la station de Courchevel qui propose justement dans le cadre du bleisure des séjours, des longs séjours pour toute la famille. Donc là, on est parce que je pense qu'il va y avoir un besoin de toute façon, même s'il est plus prégnant en ce moment, aussi de retour à la nature. Donc on aura l'urbain, mais aussi le rural, on va dire, avec aussi le développement de la 5G et aussi des lieux tiers de travail. Complètement. Véronique, comme tu es arrivée, je sais que tu avais des questions sur Facebook, n'hésite pas, parce que je sais qu'après, vous enchaînez tous sur des rendez-vous. Oui, j'ai émis quelques questions effectivement au fur et à mesure de la présentation. Donc, il y en a une qui était à savoir, c'est quoi la définition d'un digital le digital nomadisme ou un digital nomade? Quelle en est la définition? Là, je laisse l'équipe. Je te laisse répondre. Oui, un digital nomade, en fait, c'est quelqu'un qui ne relie, je dirais, pas du tout, on va dire, le travail avec une localisation particulière, en fait. C'est quelqu'un qui, voilà, ça a été un peu expliqué par Maxime en début de présentation. Du moment, en gros, où voilà, j'ai une connexion Wi-Fi et un ordinateur, je peux travailler d'où je veux. Donc après, bien entendu, ça amène des questionnements sur aussi le management, la confiance, etc. Mais grosso modo, un digital nomade, c'est quelqu'un qui dit, moi, voilà, je peux travailler depuis n'importe quel endroit. Voilà. Il n'y a aucun lien finalement entre la notion de travail et la notion de localisation, comme on pouvait l'entendre il y a quelques années, où voilà, bureau était forcément, enfin, travail voulait forcément dire bureau précisément quelque part. Donc, j'entends effectivement la définition que je m'applique à moi-même. Maintenant, on va dire que réglementairement, administrativement et légalement, la définition n'existe pas et n'est pas encadrée. Alors, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un concept. Et puis, alors après, je sais qu'il y a des entreprises qui ont des politiques assez… Donc, on est d'accord parce que c'est un concept. Parce que, bon, moi qui suis en Inde, je peux vous dire que de l'aspect législatif, il va y avoir, ça se fait. Hein. J'ai encadré des personnes dans ce genre d'activité, à savoir des personnes qui viennent en visa business et qui restent en séjour pour en faire une partie touristique et donc découvrir, comme Maxime a donné des exemples, maintenant dans le cadre que ce soit des touristes qui viennent à titre de découverte professionnelle, c'est strictement interdit par la loi indienne, c'est-à-dire qu'un touriste n'est pas habilité
à avoir des relations professionnelles. Donc, en l'occurrence, tant que c'est un concept, mais qui n'est pas forcément applicable et envisageable sur toutes les destinations. Après, Véronique, je pense qu'effectivement, c'est un concept. Au départ, jusqu'à présent, quand on parlait du digital nomade, c'était surtout des indépendants, comme tu dis, ou des gens qui travaillent dans le marketing, dans tout ce qui est digital. Mais c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, tu as des entreprises qui commencent, par exemple, je le disais il n'y a pas longtemps, que Voyage Pirate en fait, a proposé à tous ses salariés de travailler du lieu qu'ils souhaitent. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se créer, c'est-à-dire c'est des salariés, donc jusqu'à présent, on les imagine dans des bureaux, mais en fait, voilà, l'entreprise leur propose de travailler d'où ils veulent. Enfin, voilà. Donc après, je pense qu'il y a un cadre législatif qui va devoir se mettre en place de toute façon, tu as tout à fait raison. Moi, j'avais une question aussi pour Maxime dans le même ordre d'idée, parce qu'effectivement, quel cadre réglementaire vu des grosses sociétés de laisser partir leurs collaborateurs un peu plus qu'un week-end, ou de commencer à travailler effectivement le lundi, de les autoriser à finalement arriver un peu plus tôt en termes d'assurance. Dans l'entreprise où j'étais avant, moi-même, on se demandait toujours si on avait le droit, et moi, je n'autorisais pas toujours mes équipes parce que juridiquement, j'étais responsable, à partir du moment où ils avaient une mission, mettant le lundi ou le mardi, s'ils étaient en week-end blégeur. Et souvent, on sentait bien quand on discutait avec la DRH ou la direction juridique, c'était toujours un flou et on nous disait, bon, autorisez-le, mais ne le formalisez pas, quoi. Donc, est-ce que ça risque d'évoluer peut-être avec tout ce qu'on vient de dire? Et voilà, bon, moi, j'étais chez Air France. En plus, on était encore plus tenté de partir le week-end. Mais à chaque fois, c'était un casse-tête de peur d'enfreindre de prendre des risques s'il y avait un accident ou s'il y avait, voilà. Parce que justement, cette frontière privée et professionnelle est toujours un peu ténue, et complètement ténue quand on est dans le blégeur. Et tout à fait, je vais rebondir sur ce que dit Frédéric, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir des membres Air France qui me faisaient des demandes spécifiques pour avoir accès à des programmes, des activités spécifiques que je proposais, qui n'étaient pas toujours validées. Et il y avait en plus, on va dire, une certaine problématique. Tout à l'heure, on a parlé de TMC Corporate. Donc, en fait, la structure qui gérait le déplacement professionnel n'est pas toujours enclin à vouloir déléguer la partie légère à un autre réceptif du choix du client. Oui, c'est le cas. Enfin, moi, pour avoir Véronique, je crois que c'est toi qui parlais. Moi, j'ai travaillé aussi avec du personnel Air France et en proposant justement des activités. Il était nécessaire en fait d'être validé par la compagnie. Après, c'était la responsabilité des salariés en eux-mêmes. Il y a une frontière en fait qui est très floue, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et c'est là en fait que va se jouer les enjeux maintenant, c'est de pouvoir justement en intelligence collective en fait bien mettre les responsabilités, puisqu'effectivement il y a des problématiques de coûts, de dépenses, puisque ça m'est arrivé de gérer ou de regérer, de refondre totalement des programmes qui avaient été mis en place par l'agence corporate, obligé de refondre totalement le programme intégral et les déplacements professionnels et la partie légère. Donc, en l'occurrence, dans le budget qui mettait à partie, pour que ça convienne au client et ne pas lui imposer des trajets et des trucs qui avaient été très, très mal pensés par l'agence corporate. Donc là, on revient sur l'expertise de la destination. Après, je pense que tout ça, c'est comme exactement ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup d'articles ces derniers temps sur le télétravail. On n'est plus dans le blégeur complètement, mais dans le télétravail. Tout est en train. Il y a par exemple, tous les gens qui bossent à la maison aujourd'hui, du point de vue de la prise en charge des frais, etc. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore, en fait, du point de vue du cadre législatif. Il va falloir effectivement mettre en place au fur et à mesure.
Je vois Fabio qui a ouvert son micro, mais c'est ça, je pense qu'il y a, juste après, je te laisse Fabio, il y a ces deux tendances. Il y avait le monde d'avant, entre guillemets, Véronique, tout ça, entre le pro, le perso, la réglementation, c'est intéressant. Et en même temps, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont travailler à l'étranger, comme ce qu'on entendait de la Guadeloupe, qui ne rentrent pas et qui continuent de travailler là-bas. Donc, où est la responsabilité? De toute façon, on a les deux pieds dedans et il faut y aller, quoi. Je te laisse parler, Fabio. Après, je prendrai les questions dans les commentaires. Voilà, c'était une question, mais à laquelle vous avez déjà partiellement répondu. C'était faire la considération du fait que d'un point de vue RH, ça demande aussi une remise en considération, une remise à plat de pas mal des choses, et en termes aussi des droits du travail. Et voilà, la question était, est-ce que on a déjà avancé un petit peu là-dessus? Est-ce qu'il y a des avancées, des propositions, des gens au niveau gouvernemental qui se sont posés? Quelle est la situation aujourd'hui à ce niveau-là? C'est une très bonne question. Alors moi, personnellement, je ne suis pas juriste. Et effectivement, il y a une zone grise. Je voyais hier un reportage qui parlait justement d'employés en télétravail qui n'avaient plus droit à certains tickets restaurants. Et il y avait il y avait une discussion, il y avait une avocate qui parlait de ces questions. Elle disait, bah oui, l'entreprise certaines entreprises, si ce n'est pas dans le contrat, a le droit de retirer cet accès au ticket restaurant. Bon, bref, les subtilités, alors il y a des subtilités par pays. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que nous, on fait un constat. C'est une évolution, clairement, qui correspond à l'évolution de la société. En ce qui me concerne, avec la société que j'ai créée, on s'occupe, jusqu'à présent, nos clients étaient essentiellement des indépendants, des chefs d'entreprise, donc des entrepreneurs, des top managers qui avaient une certaine flexibilité et qui avaient peut-être moins besoin de rendre des comptes d'une certaine manière à un service des ressources humaines. Mais en tout cas, c'est une vraie question. Mais j'ai envie de dire, comme tout ce qui est un petit peu, pas disruptif, mais voilà, Airbnb et Uber et toutes ces nouvelles façons de voyager qui ont à un moment donné chamboulé les codes. Il y a toute une législation qui est une zone grise dans certains cas et auquel il va falloir répondre. Je parle de grands groupes, par exemple. Mais, et comme se disait Malika, c'était une étude, je me souviens on est en plein changement, et je me souviens d'une étude de 2017 qui avait dit que 50% des métiers d'aujourd'hui, enfin de 2017, auront disparu dans 20 ans, et 85% des métiers de 2030 n'existaient pas encore. Voilà, il y a juste pour une petite réflexion qui fait que voilà, on est dans un monde qui change, et forcément le cadre législatif, et Dieu sait s'il est important en France, va devoir s'adapter. Maxime, je suis entièrement d'accord avec toi, et le cadre législatif, il évolue parce que les mentalités évoluent. Et avec ce qu'on vit depuis 1 an et demi, je pense qu'effectivement, les DRH de gros groupes dont je faisais partie, forcément vont évoluer, parce que là, toutes les lignes, toutes les frontières ont été explosées avec tout ce qu'on vit, forcément, malgré nous, depuis 1 an et demi. Donc là, les choses ne peuvent qu'évoluer. Et c'est pour ça que c'était important qu'on vous fasse partager le fruit de leur travail, de leur réflexion, etc. Et le but de Respire, c'est d'être un facilitateur dans vos réflexions pour la suite. La première question que j'ai, parce qu'il y a une petite liste, c'est John qui demande: qu'entendez-vous par tourisme expérientiel? C'est par rapport à l'expérience, on est d'accord. Hein, voilà, pas d'autres termes. Hein. C'est peut-être moi qui l'ai emprunté, qui l'ai employé au début de la présentation. C'est vivre des expériences. En fait, j'avais assisté à une conférence à Bangkok il y a peut-être 1 an ou deux, plus qu'1 an, ça c'est sûr, où il y avait, voilà, j'étais observateur, il y avait des tables rondes, et tout ce qui ressortait de ces discussions, alors il y avait des grands noms du tourisme qui étaient là, c'était maintenant, ce que recherchent des gens, ce sont des expériences, et non pas forcément des tours formatés, et de la personnalisation de ces expériences. Et c'est ce qui ressortait de toutes ces tables rondes. Alors moi, je buvais un petit peu du petit lait, parce que je me disais, ça fait 6 ans que je suis dans ce domaine, mais bon, voilà, ça c'est purement personnel. Mais après, voilà, c'est vivre une expérience qui mélange, encore une fois, pas mal de choses, et qui ne se contente pas d'un simple tour formaté. Voilà comment je le décrirais, mais en tout cas, c'est ma définition. Je pense que Frédéric et Luc, qui font partie de notre groupe aussi et qui travaillent sur cette thématique, peuvent aussi compléter la réponse éventuellement. Moi, je peux me permettre de la compléter parce que c'est exactement. Donc, je suis Isabelle Pioc. Merci, c'est très intéressant et vraiment, c'est formidable de vous écouter. Je vais peut-être venir voir les conditions d'adhésion à voir comment ça se passe. Nous, l'agence est assez jeune, elle a 3 ans et demi.
Et on s'est spécialisé sur la création d'expériences. Vraiment, moi, je viens du monde de l'entreprise, enfin, pas du tout de l'univers du tourisme dans ma carrière professionnelle. Et l'ADN de ce que l'on fait, c'est ça, c'est que des expériences. Mais même au travers d'une visite d'un musée, c'est de toute manière l'expérience humaine. Le Covid est arrivé entre-temps, mais c'est un langage que l'on a depuis le début. À faire partager, être dans la transmission des connaissances. Et on a poussé l'idée même un peu plus loin pour répondre à c'est quoi cette notion d'expérimentiel. Enfin, expérimentiel. Voilà, Expérientiel. Expérientiel, oui. Nous, on dit créateur d'expérience, c'est plus simple. C'est joli. C'est vraiment d'amener le public et même voir l'entreprise. Aujourd'hui, c'est ce qu'on commercialise. Des rencontres avec des ostréiculteurs, avec un éleveur de bovins, avec des gens qui sont… Alors, le vin, beaucoup de gens ont du vin, mais après, quand vous rencontrez des vignerons, des gens qui ont un patrimoine familial sur les bras, quand on sait ce que vaut un hectare de vigne en Champagne, par exemple, si les gros groupes tombent dessus. Bref, je peux en parler pendant des heures. Oui, oui. On va s'arrêter là. Mais c'est ça, merci Isabelle. L'expérience, on la trouve avec l'humain. Oui. C'est inspirant. Est-ce que Frédéric et Luc, avant que je passe aux autres questions, vous voulez dire aussi? Mais c'était très bien d'entendre ce qu'on vient d'écouter, parce qu'effectivement, on parle d'expérience quand d'abord on construit soi-même ce qu'on veut, on choisit déjà un petit peu le type de tourisme qu'on veut, le parcours qu'on veut avoir, et c'est beaucoup plus dans l'échange, dans les relations humaines et dans des lieux où on va sortir un peu des sentiers battus, où en tout cas on ne veut pas se laisser embrigader de force ou plus ou moins de gré dans quelque chose de totalement construit, où on redevient un peu acteur de ce qu'on a envie de vivre, à la fois dans le temps, dans quelque chose de peut-être de plus ordinaire, mais qui va plus se rapprocher des choses vraies, même si ce mot a été un petit peu galvaudé, mais on va dire les vrais gens, les vraies choses, et avec une notion du temps, un rapport au temps aussi qui est différent, pour ramener des choses mémorables. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça, quand on va en voyage, c'est aussi pour ramener des choses, c'est pour ramener des souvenirs, ramener des expériences, d'où la notion de tourisme expérientiel qu'on emploie et qu'on s'emploie de plus en plus à essayer de proposer aux touristes que nous sommes tous. Ça, on pourra faire un webinaire avec le sous-groupe. Mais c'est intéressant de ce que viennent de dire Isabelle et Frédéric. Moi, je rajouterais, c'est Malika qui l'a mis dans une présentation, donc en tout cas le groupe, c'est l'hyper-personnalisation qui est très importante parce que l'expérientiel est personnel, c'est-à-dire que la même expérience ne va pas être vécue de la même façon d'une personne et d'une autre. Et c'est donc très, très important et on revient sur… Et c'est pour ça que je suis un petit peu je suis venue en voisine, puisque je suis tour leader du groupe CARE et on s'occupe donc de l'humain. Et donc, hyper personnalisation et expérience, c'est l'humain, et donc l'humain avec un grand H. On aura hâte d'écouter aussi le fruit des travaux, des recherches. On a Isor qui intervient aussi en commentaire en disant que… alors Isor, je suis désolée, je ne sais pas si c'est il ou elle, c'est peut-être elle Isor, je crois que c'est un peu non féminin, mais en tout cas, c'est une personne qui est digital nomade, qui communique déjà sur sa page Instagram Nomade Freelancer. C'est toujours inspirant, même pour vous qui avez fait pas mal d'études. On a Fanny qui demande, est-ce qu'il y a des corporations de métiers plus susceptibles de pratiquer le bleisure? Quel type d'entreprises sont éligibles à la pratique du bleisure? Alors là, est-ce que ça revient à la conversation qu'on a eue tout à l'heure? Je ne sais pas la question, Fanny, est-ce qu'elle se porte sur les professionnels du tourisme ou les entreprises qui envoient leurs collaborateurs? Moi, je pense plutôt aux entreprises parce que les professionnels, ça va être à nous de nous adapter justement à cette nouvelle tendance et à pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'elles puissent exister. Mais c'est vrai que la captation de ces entreprises, de ces personnes indépendantes, donc je l'ai entendu effectivement au niveau des réglementations, quelles sont les entreprises qui seraient susceptibles de pouvoir le faire. Je crois que j'ai eu quasiment ma réponse. Hein. Ouais. Mais voilà, si nous, on doit s'adapter à ce nouveau système, il faut qu'on ait les produits et ça, on va pouvoir les avoir. Mais il faut surtout qu'on comprenne notre cible et il faut qu'on sache comment est-ce qu'on va pouvoir l'aborder, comment est-ce qu'on va pouvoir la faire rêver, comment est-ce qu'on va pouvoir la satisfaire dans sa demande.
C'est pour ça que cette présentation, l'objectif, c'était de vous donner la matière chiffrée, le potentiel. Et quand Delphine a fait la présentation avec les axes de développement possibles, elle a bien signalé à un moment donné qu'il faut de la production. Voilà, il y en a besoin. La production, moi, je pense que là, on a quelques pays en représentation dont pas mal sont réceptifs, comme Isabelle et d'autres. Je pense que la matière, le produit, l'essence même d'une destination, on l'a. C'est à nous, après, effectivement, de l'adapter et de la rendre plus, on va dire, plus sexy pour le blégeur. Voilà. Mais ça, je pense que toutes les destinations aujourd'hui ont leur secret, ont leur parfum, ça, je pense qu'on peut le faire plus aisément si on connaît notre cible. C'est ça. Là, on vous l'a un peu présenté justement. On l'a un peu vu exactement, mais maintenant, c'est à nous, producteurs, de la creuser pour pouvoir correspondre à cette demande. Parce que la preuve, là, en Guadeloupe, ils le font même eux-mêmes. Les gens le font déjà par eux-mêmes. En fait. Oui, mais si on parle d'opportunité, il faut qu'on puisse, puisqu'on parlait pendant un moment, il y avait une slide sur l'opportunité justement des professionnels du tourisme à capter cette clientèle. Effectivement, cette opportunité, il faut qu'on puisse, nous aussi, savoir comment attirer cette clientèle vers nous. Leur montrer qu'on sait faire, Qu'on sait faire, exactement. Mais tu vois, par exemple, Fanny, par rapport, je pensais, pendant que tu parlais, je te dis tu, pardon. Non, mais il n'y a pas de problème. On est dans le voyage. Voilà. Donc, tu vois, avant, on vendait des voyages, tu vois, hors vacances scolaires, pendant les vacances scolaires, mais on peut imaginer demain qu'effectivement, en dehors des vacances scolaires, tu peux faire partir une famille parce que monsieur et madame pourront travailler. Et que les enfants pourront aller à l'école aussi, parce qu'il y aura des structures qui seront adaptées, comme fait Dubaï, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça redéfinit, en fait, parce qu'avant, il y avait le voyageur d'affaires, le voyageur loisir. Bon, le voyageur d'affaires, il restait quelques jours de plus. Et puis, en fait, ça s'arrêtait là, quoi. Oui, tout à fait. C'est vraiment une nouvelle typologie. C'est une nouvelle typologie. Un petit point à ajouter sur ce sujet-là. Moi, j'ai été voyageur d'affaires, donc j'ai fait du bléger il y a quelques années. Puis maintenant que je suis agent de voyage, je fais dans l'autre sens. Donc, en fait, je pense que le point, c'est d'aller chercher aussi la clientèle. C'est-à-dire que là, moi, j'ai des anciennes connaissances, avant je travaillais chez Danone, sachant que j'ai une agence de voyage, qui m'ont dit, typiquement, voilà, je vais dans tel pays, et puis à la fin, j'ai une semaine, donc au plus de toi de la semaine. Donc, en fait, ils ont pensé à ça. Et donc, après, moi, j'ai pu organiser le voyage. Le sujet, d'ailleurs, c'est comment on va chercher tous ces voyageurs d'affaires qui ont quelques jours et qui ne savent pas comment les utiliser, ou qui auront tête de dire j'irai bien là, mais qui après, finalement, ils disent je ne sais pas comment y prendre. Donc, résultat des cours, je vais rester 3 jours dans mon hôtel sans rien faire. Donc, je pense qu'il y a des vrais marchés. Et la question, c'est comment on fait pour aller les chercher, sachant que c'est un sujet plus loisir et que souvent, les agences de voyage, c'est plutôt des agences business qui traitent ces sujets-là. Donc, comment on fait pour traiter les deux en même temps? Si je peux me permettre. Oui, Maxime. Voilà, il y a trop de soleil à Lille. Je ne sais pas comment me mettre. Il y a trop de soleil. Désolée pour toi. Et vraiment, oui. Non, mais j'ai entendu les mots humain avec un grand H, expérience client, hyper personnalisation. Enfin, tout ça, ça me parle. Et c'est vrai que, en fait, c'est ça le bléger aussi. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel du voyage, nous, le challenge aussi, c'était de prendre la parole sur le bléger, qui est un concept. Il faut le définir, il faut mettre un nom dessus. Mais le challenge déjà pour les voyageurs, ils ne s'attendent pas forcément à ce que ce service hyper personnalisé puisse être organisé par une agence de voyage. Donc déjà ça, donc c'est important de leur faire savoir qu'il y a aussi des prestataires locaux. Je ne vais pas me citer, je ne suis pas là pour faire ma pub, mais il y en a plein, quelques-uns, mais qui sont capables d'organiser ça à destination. Et le challenge aussi pour moi, par exemple, c'est de faire en sorte que ceux qui vendent les voyages percutent en disant oui, il y a des acteurs sur place qui sont capables d'organiser ça. Et ça nécessite de bien comprendre les besoins du client, d'aller creuser un petit peu et d'aller justement… j'ai une citation que j'adore et c'est ma citation phare et je vais en profiter pour la placer. C'est celle de Terence Conrad, qui est le fondateur de Habitat, un entrepreneur et designer, qui dit « Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on leur propose ». C'est un peu ça aussi, en tant que professionnel, il faut aller aussi leur dire que voilà, on peut identifier le besoin et susciter des besoins. Voilà, simplement. Maxime, je suis entièrement d'accord. Moi, c'est l'ancien voyageur professionnel là, qui parle. Effectivement, moi, avant, quand je faisais du bléger sans le savoir, comme M. Jourdain,
quand j'avais 2-3 jours disponibles à destination pour prolonger une mission, je me débrouillais tout seul. Alors, c'est vrai que j'étais agile avec Airbnb, même avant que ça existe, etc. Mais c'est vrai que si on m'avait proposé des choses ou si j'avais su qu'il y avait des plateformes qui proposent des choses, peut-être que j'aurais pu affaire à elles. Mais sinon, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de blazers qui construisent leur occupation, leurs activités, leurs expériences tout seuls. Et je pense qu'il y a un marché effectivement à structurer, à capter, sachant que c'est souvent des gens qui sont souvent très autonomes, qui savent beaucoup se servir des outils et de ce que propose aujourd'hui l'hyper-personnalisation. Mais je suis sûr qu'il y a quand même effectivement matière à packager ça pour en capter, parce qu'il y a tout simplement des gens qui n'ont pas le temps de l'organiser, surtout ces voyageurs d'affaires. C'est surtout faire gagner du temps. Et c'est vrai que la profession oui, d'agent tourisme est là pour faire du gagner du temps et gagner en qualitatif et en temps. Donc là, il y a un marché à capter. Mais il faut le faire savoir, parce que moi, je ne savais pas à l'époque que ça pouvait exister. Donc, je me débrouillais tout seul. Ça n'existait peut-être pas encore à l'époque. Ça n'existait pas encore, oui. Exactement. Non, mais exactement. C'était il y a 5-10 ans maintenant. Il faudrait peut-être organiser un workshop Respire où des professionnels pourraient se présenter à différentes entreprises qu'on inviterait pour leur parler du Blazer et des entreprises facilitantes que nous représentons. Ça pourrait être un truc hyper sympa avec des collaborations diverses. Fabio, à mûrir. Une idée de plus. Et ça ferait bouger les lignes aussi, rassurerait aussi les DRH, les directions des achats, des grosses boîtes, qui sont quand même les leviers qui décident pas mal de choses sur ce sujet-là. Donc, il y a tout un lobbying à faire auprès de ces deux entités, DRH et direction des achats des grosses boîtes. Ouais, je pense que moi, ce serait une super idée. Enfin, je sais pas. Si je peux me permettre, juste, je rebondis là-dessus. Encore une fois, je ne souhaite pas faire ma pub, mais c'est un partage d'expérience en fait. Pourquoi je me suis lancé dans le Blazer? Parce que j'ai fréquenté pendant 10 ans tous les networking des chambres de commerce francophones et pas que, des réunions de Business France, des French Tech et compagnie, ce qui a permis d'avoir un réseau et de connaître le tissu économique local en Thaïlande, de qui faisait quoi. Forcément, quand une agence adresse une demande de type Blazer à une agence réceptive locale, ça sort de leur ADN, de leur façon de faire du tourisme. Et ils vous répondent, ils répondent à l'agence, ce n'est pas dans notre base de données. Oui, évidemment, ce qu'on vous demande, c'est de trouver ces contacts et d'organiser la rencontre, chose que nous, on était capable de faire. Et pour info, quand on parlait de RH, tout ça, avant-hier, j'étais en relation avec France Export, donc ça regroupe Business France et d'autres, qui sont eux-mêmes intéressés par les services qu'on propose, parce qu'ils se disent qu'effectivement, avoir recours à des personnes qui connaissent un pays, qui sont implantées depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, on n'a pas à rougir devant quelqu'un qui travaille pour Business France, qui est un PIE qui sort de l'œuvre, qui est payé pour une mission de 2-3 ans, qui connaît à peine le terrain, qui va en faire après. Voilà, tout simplement. Mais donc, le Blazer, c'est un vaste sujet, on peut en parler sans cette eau, mais… Je vais avancer sur les petites questions, histoire de répondre un peu à tout le monde. Alors, quel est le meilleur moyen d'attirer le Blazer sur un territoire touristique? Une question de John. Parce que là, c'est vraiment propre à un territoire touristique, en fait. Quel est le meilleur moyen d'attirer le Blazer sur un territoire touristique? En gros, sur une destination, comment on peut dire qu'on sait faire du Blazer ici aussi, quoi. C'est un peu ça, je pense. Je vois Alexandre qui dit conseille la lecture de l'ouvrage de Maxime Brousse, donc qui est dans les commentaires pour ceux qui souhaitent. Voilà. Si après tu voulais répondre sur l'histoire des territoires. Je crois qu'il y a Romain qui avait parlé justement des exemples du territoire de Toulouse, il me semble. Ouais. Donc à la rigueur, ça peut être inspirant si ça peut aider. Effectivement, ouais, après le mémoire, le mémoire de Virginie Novak, avec qui j'avais pu échanger, il est disponible sur Internet. Vous tapez mémoire, Blazer, Toulouse, vous allez trouver. Et puis il y a un ensemble de pistes justement qui ont été mises en avant dans le cadre de la rédaction de ce mémoire sur la communication, sur mettre vraiment en avant ce que veut un voyageur d'affaires pour son séjour Blazer. Donc grâce à ce mémoire, c'est top. Top. Voilà. Donc ça peut être la référence. Donc on a Fabio qui disait comment la profession réagit justement à cette nouvelle niche de marché. Ne doit-on pas prendre en compte une piqûre de rappel côté formation pour vendre au mieux ce type de service? Ça fait un petit peu partie de tout ce qu'on est en train de vivre et d'étudier et de prendre le temps comme ce qu'on fait là aujourd'hui. Alors j'ai quelqu'un qui me parle de contraintes. J'ai Frédéric, en fait, il est agent de voyage, il reçoit des mailings tous les jours de la part d'hôteliers pour des promos Blazer. Dis donc, c'est dingue. Les tarifs sont intéressants. La seule contrainte imposée par les hôtels, c'est que les hôtels imposent des séjours minimum de 14, 21, 30 jours. C'est une remarque intéressante. Savoir si vous voulez rebondir là-dessus, si ça vous parle, si c'est normal. C'est vrai que dans les exemples que j'ai cités, les offres hôtelières
chaînes hôtelières, c'est souvent sur du long séjour de toute façon. Donc, que ce soit Courchevel, que ce soit Hayat, là, je voyais Pierre et Vacances, pareil, ils ont des offres dédiées. Donc, c'est plutôt du long séjour. La vocation, ce n'est pas 3 jours ou 4 jours de déplacement, quoi. Alors, est-ce que c'est un couplage entre vacances et travail? Peut-être que c'est plus dans ce sens, je pense. Après, c'est peut-être aussi… Pardon. C'est peut-être aussi lié aussi à ce qu'on vit aujourd'hui, qui est plus lié, enfin, tourné vers le télétravail en lui-même, et donc etc. En fait, il s'adapte au jour d'aujourd'hui. Hein. Enfin, si on va vraiment au marché et après, ils aujourd'hui, changeront sûrement. Et il y aura d'autres offres plus tard, mais après, c'est à penser encore une fois maintenant sur du moyen terme. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte sur le moyen terme. C'est cohérent, Il y a une question aussi d'un point de vue financier, je suis obligée de parce que ça s'enchaîne d'un point de vue financier, comment c'est géré entre l'entreprise et l'employé. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. Alors, il y a une remarque, Marcel, les DRH sont peu présents dans le monde du Blazer, les travel managers, directeurs mobilité et autres sont plus importants. Le Blazer n'existe que si la destination est une destination d'affaires. Je ne suis pas convaincue, parce qu'on a l'exemple de Madère. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Voilà, l'exemple de Madère était un bon exemple. Après, je dirais, ça dépend aussi de la manière avec laquelle on analyse le voyage d'affaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense notamment pour les travel managers, ils sont essentiellement, en très très grande partie challengés sur les coûts en fait. Donc demain, est-ce qu'on continue à voir le voyage d'affaires comme finalement un centre de coûts, ou est-ce qu'on voit le voyage d'affaires comme une opportunité? Voilà, un voyageur qui voyage bien, il va être peut-être plus productif, il va sortir plus d'affaires. Enfin voilà, il y a aussi un narratif, je pense, à avoir sur ce sujet-là et à mettre en avant. Mais il est clair que toutes les grosses entreprises, souvent, autorisent, déplacent un peu les lignes vers le leisure après un voyage d'affaires pour la motivation. Hein. Toutes les réunions RH où j'étais au siège, on savait très bien et on l'acceptait en disant, bien sûr, on va donner un peu plus de mou. On va donner l'autorisation parce qu'on sait très bien que c'est de la motivation gratuite ou presque. De se dire, ben voilà, tu peux continuer ou démarrer un week-end, tu peux démarrer une réunion avec un week-end sympa ou tu peux finir une réunion chiante à Singapour par un week-end sympa à Singapour. Et ça se disait de plus en plus. Et juste, j'étais peut-être pas là au début du webinaire, j'en ai exclu, parce qu'au bout d'un moment, je pense que le Blazer, on a aussi de temps en temps tendance à décaler là sur la notion de télétravail à l'étranger à cause de la Covid. Ce n'est pas tout à fait le même sujet. Je pense que le Blazer, pour moi, c'est vraiment j'ai une mission et j'en profite. Si, à cause de la Covid actuellement, j'ai décidé d'aller travailler à Madère ou à la Guadeloupe, pour moi, ce n'est pas forcément du Blazer, ça, c'est que je me déporte mon lieu de travail. Je ne sais pas, c'est la question que je me pose. Oui, mais il l'a décrit au début, Blazer, c'est business leisure. Non, mais Frédéric, ça permet aussi pour les personnes qui nous ont rejoint après, et c'est vraiment business leisure. Donc, tu vois, au final, tu vas travailler à l'étranger, c'est du business, et du leisure dans ton cadre. Donc, ce qui existait avant, tu vois, c'est ce que tu dis. Et aujourd'hui, ça en fait partie du coup. Oui, puis Frédéric, tu vois, par exemple, dans la communication, je parlais de Hayat, par exemple, ou de Pierre et Vacances, qui dit, par exemple, 16h appel client, 19h appel du large. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, cette frontière-là, vie privée, vie pro, elle se dissout dans le sens où, en fait, c'est le Blazer, c'est même plus… Il va falloir trouver un autre nom, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Jusqu'à maintenant, effectivement, c'était très clair, effectivement, on prolongeait une mission de travail et là, tout d'un coup, on a explosé cette réalité, cette définition-là. Non, je suis entièrement d'accord. Dubaï qui n'avait pas fait ça avant, mais qui le fait maintenant. Ce fameux visa Blazer. Voilà, juste pour info, comme c'est arrivé un petit peu après l'introduction, je précisais aussi que le Blazer peut se prendre sous l'angle aussi, un peu moins fréquemment, du voyageur loisir qui souhaite apporter une touche business à son voyage. Aussi, dans ce sens-là, Donc, ça fait 3 axes. Ça marche dans les deux sens. 3 axes. Alors, on a une remarque intéressante de la Havane, Alexandre, qui est un ami qui est venu il y a 10 jours, et tous les acteurs du tourisme local sont à 120% orientés Blazer. C'est juste un truc de dingue de lire ça aujourd'hui, d'avoir entendu la Guadeloupe, le Cambodge, enfin, c'est fou. Il y a beaucoup aussi les Américains au Mexique. J'ai lu beaucoup de choses sur les Américains qui bossent depuis Cancun, parce que c'est à côté, quoi, en fait. Complètement. Je vois Marcel aussi qui signale qu'il a le sentiment qu'il y a une confusion entre le tourisme d'affaires et le voyage d'affaires. Donc là, le jeu de mots est intéressant comme Blazer, ce que tu disais Frédéric, de savoir où tu positionnes le curseur. Et voilà. Et je suis arrivée au bout des questions.
moi, personnellement, il va falloir que je parte pour l'école. Vie de maman oblige. Ouais, mais bon. voilà, on a encore 5-10 minutes si vous souhaitez, si j'aurais oublié des questions ou une remarque complémentaire. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous aussi longtemps. C'est agréable. On n'a pas vu le temps passer. Je crois qu'il faudrait qu'on s'intéresse un petit peu aux hôtels boutiques qui sont pas des Airbnb, mais qui ont une capacité de réception et un accueil personnalisé qui pourrait correspondre à ce côté voyageur, le plaisir d'être dans sa maison, comme disait, je connais le petit hôtel Malika Ah oui. Il est génial, hein. Allez-y, Ah ouais. Ah dès bah. qu'il va réouvrir. Le resto est top, c'est que du homemade, c'est une vraie réception. Ils sont gentils, Merci. tu ne peux pas savoir. C'est Ah bah, génial. j'irai alors. Allez-y. Merci. C'est dans le Merci, 9e. Fanny. C'est super chouette, c'est à côté de Montmartre. Allez-y, c'est super. Bah, je ne suis pas loin en plus, tu vois. Ah bah donc, voilà. voilà. Là, écoute, et tu y retourneras. J'ai aucune excuse. Mais ce type d'établissement-là, parce que je vois beaucoup, on parle d'accords, d'Hyatt, etc. Sachez qu'il y a beaucoup d'hôtels. Bon, moi, je parlais France parce que maintenant, je suis en France, mais en France, il y a énormément de petits hôtels très perso dont les gens sont passionnés et qui vous feront des tarifs de dingue pour des séjours longs, sans contrainte, avec des conditions d'annulation très flexibles. Et c'est ça, en fait, qu'il faut rechercher. Parce qu'il y aura la proximité avec le local, en plus. Hein. Et il y a vraiment, il y a des petits bijoux, il y a des perles, je pense, partout dans ce monde là-dedans. Donc, il n'y a pas que les grosses chaînes d'hôtels qui Merci. Oui, c'est pour ça que, tu vois, j'ai essayé de trouver des exemples un peu de tout, quoi, tu vois. Et tu as tout à fait raison. Et Alexandre parlait de l'hôtel Amour aussi, tout à fait. Oui, par exemple, oui, ouais, c'est clair. Ça, c'est des petits bijoux, quoi. Oui. Et j'ai en fait, j'en ai partout sur WhatsApp aussi. J'ai Nathalie Trichard qui partage une bonne réflexion et qui revient à ce que tu disais, Maxime, à un moment donné, parce qu'on se pose la question où aller, comment aller chercher ses clients. Et en fait, il faut s'investir dans des réseaux. Et ça, la puissance du réseau, on l'avait avant. Mais et je te comprends, Maxime, parce que j'ai été vivre quelques temps à Dubaï. Et en un mois de temps, j'ai rencontré des personnes qu'en un mois de temps, j'aurais pas réussi à faire. À ma connaissance aussi rapidement, en tout cas sur Paris, mais j'avais la femme du directeur de Carrefour, la femme du directeur du Wyndham, enfin, ça va super vite. Et oui, tu as raison, Nathalie, c'est le réseau. C'est que ça. Hein. Bon, tu vois, on pourra faire un autre sujet sur le staycation, qui est encore, on ne va pas rentrer là-dedans, mais Malika qui peut faire du staycation à côté de chez elle dans des superbes boutiques hôtels. Mais ça, voilà, absolument. Je veux bien tester, il n'y a pas de problème. On va pas rentrer là-dedans. Et moi, je suis là pour donner des adresses partout en France, si jamais. Ah, mais Fanny, oui, je note, hein, Fanny. Fanny, j'ai quelque chose à te proposer dans les Alpes aussi. N'hésitez pas. Super, c'est cool. Oui. Si vous le souhaitez, donc là, à 18h30, il y a l'apéro. L'apéro, le but, c'est de pouvoir échanger vraiment freestyle sans avoir un timing et toute présentation. Mais n'hésitez pas, même si vous souhaitez faire un webinaire, le but, c'est qu'en fait, chacun, on a nos richesses, nos pépites, de les partager. On est des facilitateurs, c'est l'intelligence collective. Donc, organiser des webinaires, sincèrement, là, ce qu'ils ont fait, ils ont offert leurs connaissances et leurs recherches à votre disposition pour réfléchir pour vos business. Et je leur remercie parce que c'est vrai que Maxime et Romain… Ouais, c'est un super boulot. C'est un super boulot, bravo. Merci à vous. Merci de votre attention. Ça fait chaud au cœur. Voilà, c'est un vrai plaisir. Et rendez-vous aux États généraux pour la suite, puisque bien sûr, ce sous-groupe a prévu une interview intéressante et on verra ça aux États généraux. Donc, ce n'est pas fini. Moi, il faut que je m'inscrive dans un groupe parce que je suis nouvelle, mais je ne sais pas lequel. Si jamais il y a des besoins particuliers. Voilà, s'il y a des besoins, parce que c'est vrai que les travaux sont tous finis en termes de recherche. Là, on est plus en train de préparer nos vidéos, nos interviews. Mais parfois, il y a des personnes dans des groupes. Donc, ta demande est lancée, Fanny, et recherche des personnes pour répondre à des questionnaires, pour enrichir leurs pensées. Donc, tu as lancé la bouteille. Et, voilà, moi, je suis dispo. Si quelqu'un veut de moi, je viens. Je prends. Il n'y a pas un nouveau voyage de groupe qui s'est créé, justement? Je prends, Fanny. Tu prends, c'est qui? C'est Véro. D'accord, voilà, Véro, d'accord, ok. Oui, parce que ça commence, ça carbure, mais je suis un peu là. Encore de la matière. Ouais. Ah bah, si tu as besoin de moi, dis-moi, je viens. Bah, on se met en contact. D'accord, voilà. ok. Super. Voilà. Bah, merci à tous et à 18h30 si vous souhaitez. Oui, on se retrouve à l'apéro alors. Voilà. Merci à tous. Et je vois Fabio qui en effet. Ouais, merci Fabio, beaucoup. tu as raison, Maxime. Il y a un nouveau groupe sur le voyage de groupe et Incentive qui vient d'être créé. Donc, vous voyez, les apéros et les cafés, les petits déj sont là aussi pour parler de nos groupes. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à ce moment-là.
Voilà. Ok, merci. Merci Lisiane, merci Célia, merci tout le monde. Merci à mes camarades. Merci à tous. Ouais, bravo. Au revoir. Je coupe.